Eh bien, bonsoir, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Il y en a peut-être qui étaient déjà présents à la conférence qui s'est terminée il y a quelques minutes sur le sens du travail. On va enchaîner cet après-midi de réflexion avec cette rencontre signature, puisque vous pourrez ensuite aller faire dédicacer vos BD, romans graphiques à la librairie du musée. Donc, une rencontre avec Thomas Porcher, Ludivine Stock et Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Alors, je vais vous présenter Thomas Porcher. Vous êtes économiste, vous êtes membre du collectif Les économistes atterrés, vous êtes docteur à l'université Panthéon-Sorbonne, professeur à la Paris School of Business aussi, et puis vous avez écrit plusieurs ouvrages que l'on va retrouver, dont le propos, on va retrouver le propos dans cette bande dessinée, Les délaissés et le traité d'économie hérétique chez Fayard. Et puis, pour ceux qui écoutent France Inter, on vous entend aussi dans le débat de l'écho avec Dominique Seux. Ludivine Stock, vous êtes dessinatrice, graphiste, vous travaillez pour la presse et l'édition dans une démarche de vulgarisation. Vous êtes autrice de bande dessinée et vous avez participé à de nombreux albums collectifs, notamment Lyonnaise d'exception et héroïne de Lyon pour Lyon Capitale. C'est bien ça, j'ai tout bon. J'ai fait déjà une erreur avec mon T à la place de mon R. J'espère que je vais avoir juste sur le reste quand même. Et puis Raphaël Ruffier-Fossoul, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes éditeur de revues, réalisateur de documentaires. Et vous avez notamment coécrit avec Nicolas Forissier L'ennemi intérieur, chez Fayard également, un livre qui a reçu le prix 2022 du livre sur la transparence et l'éthique de l'ONG Transparency International. Voilà. Alors, vous venez tous les trois nous présenter ce roman graphique, L'économie pour les 99%, paru le mois dernier aux éditions Stock, dans la collection Stock graphique. C'est votre première collaboration à tous les trois. Quelle est la genèse du projet? D'où c'est venu? D'où c'est parti? Heu, pour le coup, on avait le même éditeur et moi, j'avais très envie de faire de la bande dessinée. En fait, la genèse, c'est ma rencontre avec Thomas Porcher, c'est les délaissés, au moment où on a la crise, des gilets jaunes. Donc il y avait pas grand monde qui réfléchissait à cette colère et pour essayer de la comprendre. Il y avait quand même souvent, une analyse qui était assez dédaigneuse à leur égard et Thomas Porcher, lui, bah, ce qu'il dit tout de suite, c'est, spontanément: «Je suis du côté des gilets jaunes, c'est pas une problématique d'environnement, de climat, c'est une question de justice fiscale, d'inégalité». Donc du coup, ça m'avait interpellé et je trouvais que voilà, son analyse, elle méritait d'être racontée. Alors j'ai dit à Fayard: «J'aimerais bien faire une BD avec Thomas Porcher». J'ai proposé à Ludivine Stock, qui est une grande fan des émissions de Thomas, Et qui a pour tout le de suite coup, dit vous vous oui. connaissiez, vous aviez déjà travaillé, vous, ensemble, hein? Ouais. On se connaît depuis un certain temps et voilà, on a fait quelques 3-4 pages qu'on a présentées à Thomas qui a tout de suite, été emballé et ça s'est fait quand même, de manière très fluide, très très naturelle, un échange très très agréable, quoi. Donc un intérêt intellectuel à la base et je crois, Ludivine, que vous m'aviez dit que c'était très important pour vous. Quand on a préparé cette conférence, j'ai demandé à Ludivine si elle aurait pu faire cette bande dessinée sans adhérer aux propos et à la pensée de Thomas Porcher et vous m'avez dit: «Non, je n'aurais pas pu». Non, parce que même émotionnellement, il faut vraiment s'investir quand on crée des personnages comme ça ou qu'on les met en scène et donc non, il fallait vraiment que je sois, aux côtés de tout ce qui était raconté, quoi, bien sûr. Alors, comment est-ce que tous les 3 vous avez travaillé ensemble? Parce que finalement, j'ai un scénariste, un économiste, une illustratrice graphiste, c'est ce que vous m'avez dit, Dessinatrice, c'est dessinatrice, bien pour la BD, voilà. ouais. Et comment est-ce que, vous vous êtes répartis les tâches? Comment est-ce qu'on en arrive comme ça à sortir, un roman graphique? Comment est-ce qu'on fait? En fait, on s'est réunis, une première fois à 3 où on a discuté, des thèmes qu'on voulait aborder. C'est vrai qu'on a mis, tous les débats économiques contemporains qui se retrouvent dans la BD, hein. Donc il y a toute la question de la désindustrialisation, la question des méfaits de la mondialisation pour une partie, des Français, les questions de l'immigration qui sont soulevées, la question de l'Europe, la question du malaise des agriculteurs, enfin vraiment, et la question climatique. Tous les débats contemporains sont traités. Donc on En moins de 150 pages. voilà, donc on s'est dit comment on pourrait aborder finalement tous ces débats
Et c'est là qu'on a imaginé, alors c'est l'idée de Raphaël et de Ludivine au départ, de partir de cette raffinerie. Parce que moi, j'ai souvent été invité par des raffineries qui fermaient. Il y a la moitié des raffineries qui ont fermé en France en 30 ans. Et une fois, j'avais été invité dans une raffinerie, c'était Petroplus, et je me souviens il y avait à côté de la raffinerie une médiathèque. Et on avait commencé par se réunir dans la médiathèque. Et dans la médiathèque, il y avait des photos de tous les ouvriers de la raffinerie. Parce qu'en fait, la raffinerie, c'était vraiment le poumon économique de la commune. Et j'avais rencontré une jeune fille dans cette médiathèque. Il y avait 2 jeunes filles qui travaillaient. Pour le reste, elle était plutôt vide, mais 2 jeunes filles qui étaient au lycée. Et on avait discuté. Et il y avait une des jeunes filles qui m'avait dit, écoutez, c'est mon père qui est sur une des photos ici. Et donc, l'idée est partie de là. L'idée est partie de là. Et là, Raphaël et Ludivine ont scénarisé en disant que voilà, on allait prendre cette jeune fille, l'appeler Zoé, et que ça allait être une militante pour le climat, comme beaucoup de jeunes s'intéressent à la question du climat, et qu'elle allait avoir un père qui était banquier dans une agence et qui avait plutôt une vision de l'économie macroniste. Et à partir de là, s'engager un dialogue à 3 avec Zoé, son père banquier, et moi, et les rencontres qu'on allait faire, qui allaient ouvrir tous ces débats d'économie. Alors justement, puisque vous avez présenté ces 3 personnages, Zoé, son père le banquier et vous-même, voilà, Thomas Porcher, je voudrais, attirer votre attention sur la page 7 de cette bande dessinée qui pose finalement très bien le propos, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais moi je vais vous lire un petit peu le dialogue. C'est entre Thomas donc et Zoé. Thomas qui dit: «Je suis économiste» et Zoé qui dit: «Ouais, ouais, c'est pas trop mon truc ça» et Thomas lui dit: «Bah, pourquoi?» et elle lui répond: «Bah, mon daron est banquier et c'est bon, j'en ai assez de ces blabla». Et elle parle du fric, du pèse, de la thune. En gros, les économistes, vous ne pensez qu'à ça. Et puis en plus, l'économie, il paraît que c'est complexe et que moi, je suis idéaliste, dit Zoé. Alors Thomas lui répond, bah, tu te trompes sur l'économie. Elle peut aussi être porteuse de solidarité et de partage. Si tu ne cherches pas à comprendre comment elle fonctionne, tu laisses les libéraux façonner notre monde à leur guise. C'est bien ce qu'ils cherchent d'ailleurs en faisant croire aux citoyens que ces sujets sont trop complexes pour eux. Voilà cette page 7 qui pose d'emblée le ton de ce roman graphique et je crois que c'était votre volonté, Thomas, justement, de montrer que l'économie, ce n'est pas trop complexe et qu'on peut s'en emparer. Alors effectivement, l'économie, à la base, est quand même quelque chose de complexe. Et c'est d'ailleurs pour ça que les citoyens s'y intéressent très peu, en réalité, parce qu'ils ont l'impression que bon, ben, il y a un fonctionnement de l'économie qui serait naturel et que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Les marges de manœuvre sont faibles. Donc on espère que ça aille un petit peu mieux, une prime par-ci, une prime par-là, une augmentation qui suivrait l'inflation. Mais personne aujourd'hui n'oserait dire: «Je veux une 6e semaine de congé». Non, mais vous vous rendez compte? On a pu avoir 2 semaines de congé, 3 semaines de congé, 4 semaines. Un jour, des gens ont dit: «On veut 5 semaines de congé». Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un serait capable de dire: «Je veux 6 semaines de congé»? Il dit ça, on va dire: «Mais tu es complètement fou, dans quel univers tu vis?» Non, il faudrait plutôt te retirer une semaine de congé et que tu l'acceptes parce que le monde est dur et que la compétitivité est féroce avec les pays émergents. Ce serait plutôt le sens du débat. Or, en réalité, l'économie, là, j'ai 2 élèves qui sont ici, hein, 2 anciens élèves. L'économie, au départ, vous apprenez en première année, en théorie, le cours s'appelle «Valeur et répartition». L'économie, c'est une première chose, c'est la création de valeur. Comment on crée le plus de valeur possible. Mais la deuxième question, c'est comment on la répartit. Et là, il y a une vraie question sur la répartition. Parce que notre pays a créé énormément de valeur ces 30 dernières années. Énormément. Le PIB a très fortement augmenté. Mais cette valeur a été captée par une plus petite partie de la population. Quand on regarde les chiffres de manière très factuelle, les 1% les plus riches, qui détiennent 25% du patrimoine, c'est-à-dire 25% de tout ce qu'il y a sur les comptes en banque, tout ce qu'il y a en immobilier, ont récupéré plus d'argent ces 30 dernières années, ont vu leurs revenus augmenter plus vite que le reste de la population. Ce qui veut dire que ces 1% ont réussi à dompter, à mettre l'économie à leur service. Ce qui n'était pas le cas entre 1950 et 1970. Entre 1950 et 1970, les 1% les plus riches ont continué à s'enrichir, mais ils s'enrichissaient moins vite que le reste de la population. Or là, ils s'enrichissent plus vite, avec une nette accélération depuis Macron. Très, très nette. Où là, ils ont vu parfois leur fortune multipliée par 5. 5. On parle de gens qui ont des fortunes énormes, qu'on compte en milliards, en dizaines de millions. Alors que le reste de la population, elle, a progressé. Elle ne s'est pas appauvrie, elle a progressé, mais elle a beaucoup moins vite progressé que ces 1%. Ce qui veut bien dire qu'en réalité, vous savez, en économie, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs chemins possibles, il y a plusieurs théories économiques, il y a plusieurs courants de pensée. Et la démocratie voudrait que on discute de ces courants de pensée sur un pied d'égalité. Et ce n'est pas ce qui nous est montré aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le programme pragmatique, que le programme qui a été appliqué, qui nous a amené en partie dans la situation où nous sommes, hein, c'est-à-dire un déficit à plus de 6% et tout. Je ne veux pas faire de politique, mais voilà, quand même, il y a eu un programme qui a été appliqué
Et vous avez aussi d'autres programmes qui sont possibles. Et souvent, on nous dit celui-là, il est pragmatique, les autres, c'est des programmes de rêveurs, etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a plusieurs avenirs possibles et la démocratie doit en débattre sur un pied d'égalité. Alors, vous avez parlé des 1% qui se sont largement enrichis ces dernières années. Forcément, mathématiquement, on pense aux 99% donc du titre. Le titre, vous l'avez trouvé facilement. Comment est-ce qu'il s'est imposé, ce titre? Là, c'est l'idée de Thomas à la fin. On en avait d'autres au départ. Ouais, ouais. Mais il vient de la résumer d'ailleurs, hein, pour qu'on ait raison. Non, non, moi je trouvais ça pas mal. Alors déjà parce que ça intrigue un peu. Pour ceux qui sont dans l'économie, ce 1%, 99%, il est là depuis longtemps. Quand ils sont commencés à se réunir après la crise de 2008 à New York et qu'ils ont fait le Occupy Wall Street, où il y a des grands C'est acteurs, pas Sean si vieux Penn. sur l'échelle de l'économie, alors 2008. 2008, oui, c'est pas si vieux, mais c'est là qu'il y a eu vraiment les premières fois où des jeunes, finalement new-yorkais, plutôt riches, hein, de grandes universités américaines, donc plutôt de la classe supérieure, classe moyenne supérieure, hein, ont dit nous sommes les 99%. Avec des pancartes, nous sommes les 99% contre les 1% qui étaient Wall Street. Parce que Wall Street a récupéré beaucoup d'argent. Wall Street, ils ont gagné énormément d'argent entre 2000 et 2008, des sommes colossales, et quand ça s'est écroulé, ils ont récupéré beaucoup d'argent payé par le contribuable. Donc les gens ont dit, nous sommes les 99%, nous aussi, nous voulons récupérer une partie de l'argent. Donc je trouvais ça assez intéressant et beaucoup d'analystes comme Thomas Piketty ou d'autres ont fait des analyses 1%, 99%. Donc c'est quelque chose qui parle en économie. Mais pour les gens qui ne s'intéressent pas à l'économie, c'est un peu spécial, l'économie pour les 99%. Je trouvais ça marrant. Il y a un côté un peu futuriste. Mais après, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une économie accessible à tous. C'est un double signification. L'économie pour les 99%, l'économie accessible à tous, mais aussi au service de tous. Voilà. Donc, je trouvais ça marrant. Enfin, ça m'a fait rire, moi. C'est une blague. En C'est tout une cas, blague. le titre est accrocheur, effectivement, et tout comme cette couverture rouge. Et c'est là où j'ai envie de vous donner la parole à nouveau, Ludivine et Raphaël, parce que quand on entend Thomas, j'imagine que vous avez passé des réunions très longues, parce que quand on entend Thomas, on a envie de se laisser parler des heures et des heures, et voilà, et effectivement, on est assez absorbé par tout ce que vous dites, et puis de cette façon de nous amener à penser autrement aussi. Comment est-ce que, du coup, vous avez réussi à synthétiser, vous avez commencé à nous donner un petit peu les différents thèmes qui sont abordés dans votre ouvrage. L'ouvrage fait donc à peu près 150-160 pages. Comment est-ce que vous avez réussi à le scénariser et à l'illustrer, à le dessiner? Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez choisi peut-être déjà? Et ensuite, on verra comment est-ce que vous avez mis en situation. Bah, le médium bande dessinée, il a ça de fantastique qu'en un dessin, on arrive à synthétiser énormément d'informations et même paradoxalement, beaucoup de chiffres. Alors, Thomas, non seulement on s'est appuyé sur des entretiens, mais il y avait quand même un certain nombre de livres où il pouvait développer, je pense par exemple, quand on dit que la dépense publique en France est trop forte. Alors, ce que des discussions avec Thomas ou ce qu'il fait dans ses livres, mais ce qu'il fait dans ses livres, il détaille assez bien que bah, ça dépend, c'est un choix politique en fait. La dépense publique est forte en France parce que les retraites sont publiques, la santé est publique. Aux États-Unis, en Allemagne, la santé, enfin, aux États-Unis, la santé est privée, les retraites sont privées en Allemagne, donc ils ont des parts de dépenses publiques qui sont plus faibles. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne dépensent pas pour leur santé, pour leur retraite. Si on regarde la santé, en fait, ils dépensent plus et c'est moins efficace. Donc ça reste un choix. Mais quand il le raconte dans ses livres, il va donner quelques chiffres. Quand on décide de le dessiner sous forme de millefeuilles, sous gâteau, des gâteaux, et puis de comparer un peu les différentes économies, bah, on a besoin d'avoir la répartition de l'ensemble des dépenses pour l'ensemble des pays qu'on va représenter. Donc du coup, il a fallu aller rechercher dans des bases de données des chiffres que je fais travailler Thomas, voilà, Ouais. c'est des choses comme ça. En fait, dans 2 pages, il y a plus d'informations chiffrées que c'est ça. Donc, et paradoxalement, on le comprend beaucoup plus vite. Ouais. Effectivement, oui, effectivement, c'est visuel et ça saute aux yeux. Ludivine, comment est-ce que vous avez, alors Thomas nous a raconté effectivement pourquoi vous aviez commencé cette bande dessinée dans une médiathèque à côté d'une raffinerie en Normandie, donc ça reprend une scène que vous avez vécue. Et donc il y a effectivement cette rencontre avec une jeune fille, Zoé, mais après, comment est-ce qu'est venu Antoine, le père banquier? Comment est-ce que sont venus les différents personnages? Comment est-ce que vous les avez animés et quel rôle est-ce qu'ils jouent chacun? Est-ce qu'ils ont un rôle? Alors, la création, on va dire, texte des personnages, le 1er corps qu'on peut donner aux personnages, c'est Raphaël, qui les a donnés. Or, le personnage de Thomas, qui est un personnage qui existe évidemment, mais c'est vraiment là le travail du scénariste, du coup de proposer
un écrin, enfin, tu en parleras sûrement mieux que moi, mais proposer un écrin, du coup, pour tous les contenus que Thomas souhaitait développer, qui étaient des contenus économiques, mais qu'il fallait vraiment incarner. Et c'est là aussi, je pense, la force de la bande dessinée, c'est qu'on peut faire appel à des personnages donc existants, vivants, et puis des personnages de fiction dont nous, on a la charge dont on a la charge de les rendre très crédibles. Elle n'est pas française, ma phrase, mais vous avez compris. Si, il faut Voilà. rendre effectivement vos personnages crédibles. Alors moi, je pense au père de Ouais. Zoé, qui est banquier, Ouais. et qui aurait pu être tout à fait une caricature, Mmh. entre guillemets, non, je ne peux pas le dire, mais voilà, de celui Ouais. qu'on n'a pas envie de côtoyer. Et en fait, ce banquier, il y a une psychologie de son personnage qui évolue Bien tout sûr. au long de la BD. Et finalement, on apprend à l'aimer assez. En fait, il a un intérêt et pas seulement sûr, celui de bien sûr, celui bien sûr. à qui on ne veut pas discuter. Comment est-ce qu'on arrive à lui donner cette âme, Bah, le principe, c'est d'éviter le manichéisme parce Ouais. qu'effectivement, sinon, on tombe dans la caricature et ce n'était pas notre souhait. Après, on a des outils, une grammaire visuelle qui nous permet, en bande dessinée, de faire appel à de l'humour quand on a besoin, de faire appel à un axe qui est plus documentaire, ou la discipline économique qui est chiffrée aussi, en plus des démonstrations et des théories. Donc, en fait, on a à notre disposition vraiment un panel d'outils qui fait la richesse de la narration bande dessinée. On a du design d'information aussi quand il s'agissait de mettre des chiffres en scène. Et donc, après, à nous d'aller piocher pour on va dire, caractériser les personnages et surtout faire en sorte que ce soit des personnages dans lesquels n'importe qui puisse s'identifier. Qu'on ait 16 ans ou qu'on en ait 80, qu'on soit un homme, une femme ou enfin voilà. Hem, on avait besoin de pouvoir parler à tout le monde parce que ce que raconte Thomas résonne chez tout le monde et que ça a vraiment une résonance dans nos vies vraiment à notre petit niveau de citoyen, quoi. Oui, tout à fait. Il y a pas, enfin, moi, aucunement j'ai abordé l'économie vraiment de manière clivante. Et même, enfin, certains ont cette impression peut-être dans mes passages médias, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, par exemple, des banquiers, moi j'en ai formé, mais alors je peux pas vous dire, j'enseigne depuis 2004, mais j'en ai formé probablement. J'étais même prof dans le meilleur master de finance de France, à Dauphine, donc j'en ai vu passer et j'en ai formé probablement en finance de marché. Et je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas une opposition. En fait, c'est juste pour montrer dans ce livre que, d'ailleurs, le père de Zoé est banquier dans une agence, hein, donc c'est pas un banquier dans de la finance de marché, hein, mais de montrer comment on peut être pris parfois, et lui-même qui est viré, il est viré parce que les agences ferment, les agences de banque ferment de plus en plus avec Internet, puisqu'on vous incite aujourd'hui à faire tout vous-même, et lui-même perd son emploi. Mais de montrer comment certains sont pris dans une idéologie, soit parce qu'ils n'ont pas fait d'économie, soit parce qu'ils regardent beaucoup la télé, parce qu'à la télé, il y a une idéologie. Alors je sais que moi je passe beaucoup à la télé, mais quand vous avez quand même je sais pas moi, des réformes comme la réforme de l'ISF ou le CICE ou la loi travail, et que vous avez tous les éditos matinaliers de toutes les chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, qui vous disent que c'est super, bah, je vous dis une chose, hein, c'est très bien, ils ont le droit de le dire, mais ça ne représente pas le débat économique. Parce que dans le débat économique, c'est pas du tout ce qu'on entend. On entend des oppositions. Quand vous lisiez Le Monde, vous aviez le prix Nobel Jean Tirole et d'autres économistes très bons qui avaient écrit une tribune en disant qu'ils soutenaient la loi travail. Puis 2-3 jours après, vous aviez d'autres économistes très bons, Piketty, Zuckman, qui étaient à l'époque à London School of Economics, qui vous disaient qu'ils ne soutenaient pas la loi travail. Donc, ce qui vous montre qu'il y a des débats dans la science économique. Or, quand vous regardiez les chaînes de télé, publiques ou privées, tout le monde vous disait que c'était super. Je veux dire, il y a quand même Nicolas Dose, économiste à BFM Business, personnalité très sympathique au demeurant, hein, il n'y a pas de souci, on pourrait boire un café et rigoler, mais qui vous disait que le matin, l'ISF, c'était un cadeau pour l'économie française, c'est-à-dire que baisser de 4 milliards la fiscalité sur les plus riches avec vraiment, comment vous dire, c'est 4 milliards, mais ce n'est pas celui qui a un appartement à 1,5 million, lui, il paye quasiment rien d'ISF, c'est vraiment ceux qui ont 20, 30, 40, 50 millions de fortune. Et ben, c'est eux qui en profitent le plus. Les 4 milliards, ils revenaient beaucoup à ces gens-là. Donc, baisser de 4 milliards les impôts sur ces gens-là qui récupèrent un chèque par rapport à l'année d'avant de 4 milliards, dire que ça va profiter d'abord à l'économie française plutôt qu'à eux, il faut avoir un drôle de raisonnement. Et ça a été dit par Nicolas Dose, économiste à BFM Business sur une chaîne privée, invité à C'est à vous sur une chaîne publique. Donc là, c'est génial. On a vraiment la connivence, enfin, la convergence, en tous les cas, de pensée du public comme du privé. Mais c'est un petit détail, il faut le dire quand même, et c'est une vérité, et je me permets de le dire. Et Voilà. alors, vous vous Mais, permettez de le oui, dire aussi dans la bande dessinée, parce que les médias, effectivement, sont visés à plusieurs reprises. J'en ai au moins relevé deux.
Dans les médias, tout le monde pense la même chose et beaucoup de personnes parlent d'économie sans jamais l'avoir étudiée, Et c'est vrai, SIC. c'est Et factuellement un vrai. peu plus loin, il ne faut pas écouter tout ce que vous entendez à la télé. Ça, c'est le personnage de Thomas Porcher qui le dit à une agricultrice sur les aides pour la banlieue versus l'agriculture. Alors, je crois que vous vouliez réagir, Raphaël Ruffier-Fossoul, à ce que disait Thomas à l'instant. Oui, non, mais c'était sur, le défi de cette narration, en fait. L'objectif, c'était de vraiment faire, que ce soit pas un cours d'économie, que ce soit pas juste un manifeste, mais que ce soit une aventure, une histoire qu'on lit, dans laquelle on se laisse embarquer et en fait, on fait de l'économie parce que, on rencontre des gens qui ont des problèmes, et qu'on va traiter de manière économique, mais du coup, parce qu'on comprend leurs problèmes, on fait de l'économie sans s'en rendre compte. C'était ça le défi, donc du coup, la construction des personnages, c'était vraiment d'avoir 2 personnes, assez attachantes, même s'ils ont un rôle dans l'histoire. On a Zoé, notre petite, Greta Thunberg un petit peu qui vient, puisqu'on commence dans une raffinerie, il fallait quand même qu'on vienne poser tout de suite les questions, climatiques aussi. Donc c'est vraiment ce rôle de Zoé, puis qui est un peu un personnage des fois un peu refuge aussi, pour, puis avoir des désaccords, quand on parle de nucléaire, des choses comme ça. Bah, elle a des positions qui ne sont pas forcément celles de Thomas. Et Antoine, qui était le rôle le plus ingrat, je voulais m'assurer quand même qu'on se projette dans Antoine. Parce qu'en fait, il y a plein de questions que je me pose qui sont Antoine. Antoine, c'est un peu moi aussi, il y a plein de moments. Et j'ai fait exprès de choisir le prénom d'un copain. J'espère qu'il m'en voudra pas. Et Tu me le dis maintenant. non, mais voilà, ça me permettait de me rappeler un truc. Non, mais voilà, c'est un bon copain, je suis attaché à lui et je ne veux pas qu'on le caricature trop. Voilà. Alors, j'ai changé de double page là derrière nous parce qu'effectivement, je voudrais qu'on. Vous avez parlé de la dépense publique tout à l'heure et vous faites dire à Antoine, ce fameux banquier, père de Zoé, une phrase qui, je pense, une question plutôt qu'on s'est souvent posée. Comment voulez-vous financer votre relance avec la dette publique qui dépasse déjà 300 milliards d'euros? Et donc, il y a cette double page qui est assez parlante où en fait, le personnage de Thomas Porcher ramène à une famille, et en l'occurrence à la famille d'Antoine avec Zoé, ce que l'État, lui, fait en termes de dettes et de dépenses publiques. Et je veux bien qu'on s'arrête sur cette page, si vous voulez, parce que dans cette bande dessinée, vous allez finalement à la rencontre d'un certain nombre de croyances, et notamment celle-ci sur la dette et la dépense publique. Oui, en fait, on aime souvent nous dire, alors on nous le répète, hein, l'État est ruiné. Alors moi, j'adore ça. Il y a vraiment ça, on nous le dit. Nous sommes ruinés. Vous savez, la semaine dernière, par exemple, on nous a beaucoup comparé à la Grèce, qui est devenue, selon les agences de notation, un pays sûr depuis 2023, soit dit en passant. Hein, parce que la Grèce d'aujourd'hui qui emprunte à 3%, ça n'a rien à voir avec la Grèce de 2015 qui empruntait à 35%. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un pays sûr aujourd'hui. Donc déjà, la première chose qu'il aurait fallu rappeler si on était factuel, c'est de dire que quand nous comparons, nous, aujourd'hui à la Grèce, nous nous comparons entre pays sûrs. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences de notation. D'accord? Ce n'est pas Thomas Porcher, c'est les agences de notation que je n'aime pas par ailleurs, mais qui sont les premiers à s'alarmer dès qu'il y a quelque chose. Et qui nous ont d'ailleurs toujours donné la note de high grade, encore aujourd'hui, malgré l'instabilité politique que nous avons depuis 6 mois, ils nous ont refoutu un high grade, c'est-à-dire l'équivalent d'une mention très bien. Agence de notation. Euh, Vraiment, on nous dit, grosso modo, ce qu'on entend, c'est que nous ne rembourserons jamais la dette, nous laissons une dette aux générations futures, c'est catastrophique et jamais dans le privé ça ne serait arrivé. C'est ce qu'on nous dit grosso modo. Voilà, regardons les faits. Premièrement, prenons la dette privée, la dette des entreprises et des ménages. Ben, elle est plus élevée que la dette publique. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est les statistiques. Donc ça veut dire que les entreprises, dans leur ensemble, et les ménages, dans leur ensemble, ont une dette plus importante que l'État. Elle est à peu près à 170% du PIB, presque 200% même, enfin, très élevée. Prenons la dernière grande crise qui est arrivée en France, dans le monde, pardon, qui est la crise 2008. C'est une crise d'un excès de dette privée. C'est la crise des subprimes. C'était une dette privée venant de la première puissance mondiale. À l'époque, le FMI surveillait beaucoup les pays d'Amérique latine et les pays d'Asie en pensant que la crise allait venir d'un excès de dette publique. Manque de peau, c'est devenu d'un excès de dette privée de la première puissance mondiale qui n'est pas surveillée par le FMI. Faut retenir des choses, vous voyez. Et ensuite, sur le fait qu'on laisserait à nos enfants une dette. Vous savez, en comptabilité, vous l'apprenez en première année, en comptabilité, vous avez un passif, un actif. Le passif, c'est la dette, l'actif, c'est ce que vous possédez. L'INSEE montre ce que l'État possède, c'est-à-dire les bâtiments publics. Je ne parle pas de la Tour Eiffel, on l'a mis la Joconde dans le livre pour rigoler, mais je parle des bâtiments publics, des entreprises publiques, des participations de l'État dans les entreprises. Ce que détient l'État. Quand vous mettez ce que détient l'État,
ça couvre complètement notre dette. Ça veut dire que les générations futures, là, elles naissent avec un patrimoine, pas avec une dette. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas de patrimoine public élevé. Par exemple, l'Afrique. L'Afrique, 1,5 milliard d'habitants, très jeune, a une dette plus élevée que la France. Et sa dette est un danger selon les agences de notation. Des pays comme le Congo, avec 10 milliards de dettes, font défaut. On ne dit pas faillite, font défaut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de patrimoine public. Quand vous avez un patrimoine public et qui couvre votre dette, vous êtes vu comme quelqu'un de solvable. Vous êtes un ménage. Moi, si je vais un ménage demain, je rentre dans une banque, je fais faites-moi un prêt d'1 million d'euros. Alors, ils vont vous dire qu'est-ce que vous avez, combien vous gagnez. Si vous leur dites écoutez, je gagne 3 à 4 000 euros, mais j'ai un patrimoine de 2 millions d'euros, ils vont vous le faire tout de suite, le prêt. Il n'y a pas de souci, puisque vous avez un patrimoine. Vous pouvez gager votre prêt sur votre patrimoine. Si vous ne le remboursez pas, on prend votre patrimoine. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Alors que si vous êtes une famille pauvre qui n'avez pas de revenus au RSA, demandez demain un prêt de 30 000 euros. Ben, vous ne l'aurez pas, parce que vous n'avez pas de patrimoine et vous êtes pauvre. D'accord? Il n'y a que les subprimes qui vous l'auraient donné. Mais ça a mené à la crise. Mais sinon, vous ne l'avez pas. Donc, il faut faire attention de quoi enfin, moi, aujourd'hui, mon taux d'endettement, je veux dire, cadre, moyen, quoi, prof, quoi. Je ne sais pas non plus aujourd'hui, prof, c'est plutôt les professions en phase de déclassement. Prof, j'ai acheté un appartement dans une tour porte d'Ivry, donc c'est pas. Vous voyez, et ben, mon taux d'endettement est bien plus élevé que le taux d'endettement de la France. Moi, dois être là, si je compare mes revenus d'une année à ce que je dois rembourser, je dois être à 500% de taux d'endettement. L'État est à 110%. L'État ne meurt pas. L'État ne fait pas un prêt sur 25 ans. L'État anglais a remboursé des prêts qu'il avait fait 3 siècles avant, 3 siècles plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, il y a vraiment quasiment aucun problème. Et la preuve en est, c'est que les agences de notation nous classent toujours en high quality. Donc là, il y a une volonté de vous faire peur. Et pourquoi alors? Moi, je pense parce qu'il y a un peu des gens qui ne comprennent pas trop et qui répètent. Donc, il faut répéter. Tu sais, quand tu n'as pas fait d'économie, tu répètes ce que dit l'autre, tu répètes. Et puis, il y a une autre partie, ça leur fait plaisir quand vous avez une ancienne première ministre qui vous dit que votre carte vitale ne va pas fonctionner le 1er janvier. Elle ment. Elle a beau avoir fait l'ENA, elle ment. Elle ne connaît pas la loi française, soit elle est bête, soit elle ment. Parce que la loi française dit que si nous ne votons pas de budget d'ici à 2025, nous appliquons le budget automatiquement de 2024 au 12e. C'est-à-dire que l'économie fonctionnera. Macron l'a même dit. Il a contredit son ancienne première ministre quand il a fait son. Et elle nous dit ça quelques jours avant que le budget soit validé à l'Assemblée. Il y a une volonté de faire peur, de créer un effet de sidération. Votre carte vitale ne marchera pas le 1er janvier, les fonctionnaires ne seront pas payés. Elle l'a dit sur une chaîne nationale, LCI. Donc c'est très grave, c'est faux, c'est faux. Donc moi, il y a aussi parfois, chez certains économistes, une volonté de créer un effet de sidération pour passer des réformes qu'ils n'ont pas réussi à passer avant. Désolé, il faut un peu de. Je vais encore une fois vous citer Thomas Porcher pour qu'on continue un peu de comprendre ce qu'il y a dans ce roman graphique. Je vous cite donc le fruit de décisions, voilà, ce que le modèle économique actuel est le fruit de décisions politiques et non un modèle qui se serait imposé par le marché. On a compris, cette bande dessinée est un ouvrage de vulgarisation. Peut-on dire aussi que c'est un ouvrage politique, un outil politique? L'économie est politique par définition. Celui qui vous dit, celui qui vous explique sur n'importe quel thème que c'est le marché qui décide, il fait de la politique aussi. Parce que, je ne sais pas moi, si vous dites par exemple, la mode, c'est le marché qui le décide. La mode, c'est le marché qui le décide. Oui, bonne question. Alors si moi, Thomas Porcher, qui n'ai rien à voir avec la mode, je vous dis l'année prochaine, c'est le pas d'éléphant. Tout le monde s'en fout. Tout le monde va me balancer des cailloux. Si c'est demain, je ne sais pas moi, Jacques Mus, qu'on interviewe et qui dit « Ah oui, l'année prochaine, c'est le pâte d'éléphant », bah, qu'est-ce qui se passe? Zara, H&M vont faire du pâte d'éléphant. Et vous allez acheter du pâte d'éléphant et on va tous en acheter. Et effectivement, la mode va devenir le pâte d'éléphant. Jacques Mus est en position de créer ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice parce qu'il a un pouvoir de marché. Thomas Porcher n'a pas de pouvoir de marché dans la mode, donc il ne crée pas de prophétie autoréalisatrice. Donc quand on dit que c'est le marché qui décide, en fait, c'est le plus fort qui décide. Quand je suis économiste en chef, je ne sais pas moi, chargé des matières premières chez Goldman Sachs, grande banque que tout le monde suit, et que je dis, selon mes analyses, le pétrole va augmenter, bah, que va faire Société Générale? Il va acheter du pétrole. Que va faire BNP? Ils vont acheter du pétrole, et le pétrole va augmenter. Et là, on va dire, Goldman Sachs ne se trompe jamais. Prophétie autoréalisatrice. Quand je suis Elon Musk et que je défends le Bitcoin, ou quand je suis Trump et que je défends le Bitcoin, les crypto-monnaies, je dis, je vais déréglementer les crypto-monnaies. Bah, les crypto-monnaies augmentent, c'est normal. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Si je suis Thomas Porcher et que je dis le Bitcoin va augmenter, tout le monde s'en fout et ça n'augmente pas. Vous voyez, donc le marché, c'est en fait la loi du plus fort. C'est tout. Donc ceux qui vous disent ah oui, on ne fait pas de politique, c'est le marché qui décide,
Bah, en fait, non. Ils ont fait un choix politique. Ils ont laissé le choix au plus fort. Et je vais vous donner un autre exemple qui est intéressant. C'est de comprendre que nous vivons dans une économie en fait qui ne fonctionne pas selon le marché. On essaie de vous faire croire ça, mais il y a plein de choses qu'on ne voit plus, qu'on a intégrées comme, on va dire, plus permises par le marché. Par exemple, le travail des enfants. Quand au 19e siècle, je crois, au 19e siècle, il y a eu les premières mesures sur la réglementation du travail des enfants. On a dit on va faire travailler les enfants de moins de 12 ans 6 heures par jour. Moins de 12 ans, 6 heures par jour. Et ben, il y a plein de gens qui ont dit ah non, c'est dégueulasse. Si l'enfant veut travailler et que moi je veux l'employer, pourquoi l'État intervient? Alors qu'aujourd'hui, personne ne ferait travailler un enfant de 7 ans 6 heures par jour. C'est impossible d'y penser. C'est sorti du marché. Mais quand les réglementations sont arrivées au départ, il y a eu des grands débats, même des intellectuels progressistes se sont dit ah mais non, mais on ne peut pas intervenir pour empêcher un enfant de travailler s'il veut y aller. Vous voyez? Et maintenant, le marché a rejeté ça et nous sommes en train de discuter sur des propositions où les gens ont plus de 16 ans. Donc vous voyez bien que les limites du marché, elles sont aussi modulables en fonction des choix politiques. Donc non, non, l'économie est politique par définition et ceux qui vous disent qu'ils n'en font pas en font tout autant que moi. Sauf que moi, je l'assume. Voilà. Vous faites dire à un autre des personnages de cette bande dessinée qu'il faudrait apprendre tout ça à l'école et vous insistez aussi, votre personnage insiste aussi sur l'importance de créer des nouveaux récits. Cette bande dessinée est un de ces nouveaux récits. Est-ce qu'il faudrait, qu'elle soit diffusée dans des établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées? Peut-être, Raphaël? Bah, évidemment. C'est pas enfin, après c'est plus, parce qu'on m'a posé la question pour, des c'est très adapté pour des lycéens, hein, ça à 15 ans, mon fils a 15 ans, ça c'était mon premier lecteur, ça marche, il comprend, il suit. Mais c'est pas un cours d'économie, c'est-à-dire qu'on refait pas le programme d'éco de 2 secondes. Ce qu'on pose, c'est des problématiques qui font qu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans la société et puis qu'on va se réapproprier les débats économiques, se dire: «Bah non, en fait, j'ai le droit d'avoir mon avis, j'ai le droit d'avoir des propositions, j'ai le droit de faire des choix, y compris en économie». Il y a beaucoup d'humour. Il y a énormément d'humour. Mais il y a aussi le fait que, effectivement, ça traite de macroéconomie. Donc on part d'en haut et on a une vue vraiment synthétique, qui est développée par Thomas et on a aussi, la vue qui est développée par les personnages que le personnage de Thomas rencontre et là, ils sont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en proie à, bah, ils ont une famille, ils ont un boulot ou plus, dans le cas d'Antoine, au milieu de la bande dessinée. On spoil un peu, mais il y a encore plein d'autres surprises. Mais du coup, oui, tous ces gens-là, en fait, sont vraiment en résonance avec nous, nos propres angoisses, nos propres doutes, de tous les jours, pour boucler les fins de mois. Donc on attaque l'économie par, les 2 bouts, en fait. Ce qui permet, de toute façon à tout le monde de trouver une porte d'entrée, dans cette bande dessinée et puis, juste pour la resituer un petit peu sur hem, on va dire l'environnement bande dessinée, elle fait partie des bandes dessinées dites du réel, à vocation documentaire et à inspiration documentaire aussi. Et c'est pour ça notamment que le scénariste est journaliste. Avant d'être scénariste, il est journaliste et que, ça je pense que ça a aussi, apporté, tout le soutien nécessaire, visuellement et dans les mises en situation à ce que Thomas développait. Voilà et donc, il y en a pas mal des bandes dessinées comme ça qui sortent en ce moment et tant mieux. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus intéressés et qu'on se pose de plus en plus les bonnes questions, je pense. Oui, alors moi je trouve que la nôtre est un peu mieux, je vais vous dire pourquoi. Non, non, mais juste, pas pour le fond, parce que le fond, il y en a beaucoup effectivement qui sortent. Mais nous, il y a beaucoup d'humour. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on a essayé de reprendre, grâce à Ludivine et Raphaël, tous les codes de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de renvois à des films cultes. Euh, on a mis pas mal d'humour, on a truffé. Par exemple, là, regardez, là, bon, il y a Je un l'ai pas expert. cette page-là, Ouais, je ne peux là, pas je vous l'ai la pas, mais je vous projeter. montre. Il y a un expert qui parle à la télé, et puis il y a Zoé qui prend son gros marteau qui va casser la télé. Ça, c'est vraiment un clin d'œil au dessin animé des années 90, alors que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui s'appelait Lamu. Je ne sais pas si vous avez Lamu. Bon, peu importe. Là, et vous avez aussi pas mal d'humour qui sont glissés. Par exemple, regardez les livres. Là, c'est très, très marrant. Ça me fait trop rire. Il y a les livres. Là c'est une idée de Raphaël. À un moment, il parle et on met les livres de référence. Et il y a le livre, par exemple, de François Fillon qui s'appelle La France est en faillite, édition J'ai tout piqué. Le déclin sans fin, Patrick Artus, édition Je cachetonne.
Et les impôts m'ont tué, ER, hein, à la fin. Éric Woerth, édition insubmersible. C'est quand même, c'est quand même marrant, non? Ça vous fait, non, ça vous fait rire. Non, ça m'a fait ce genre de blagues qui me font vraiment marrer. Il y a aussi, vous savez, ils montrent les économistes que nous connaissons tous, qui sont par Ouais. ailleurs des gens sympathiques, encore une fois, mais ils les montrent dans les débats. Et là, il y a les lobbies libérer les profits. Alors, vous savez, ça pourrait exister, hein, parce que parfois la réalité dépasse la fiction. Président du think tank Dividende et Progrès, directeur de la recherche à la Fondation Pollution Durable. Non, mais, bon, oui, le livre est truffé d'humour comme ça. Et franchement, il y a des fois, bon, comme on l'a dit, la réalité dépasse la fiction, mais aussi ces dessins d'humour permettent d'avoir aussi des respirations, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de schémas qu'on a rendus simples, comme tu l'as dit. Moi, je trouvais représenter la dépense publique sous forme d'un millefeuille, parce que les gens disent, il y a de la dépense publique, il y a de la dépense publique. Quand tu demandes à quelqu'un, mais moi j'étais même parfois surpris à des commentateurs économistes de télévision, qu'est-ce qu'il y a dans la dépense publique? Personne n'est capable de te dire ce qu'il y a. Alors, quand tu commences à leur expliquer qu'il y a 50%, c'est les services publics, que ces 50%-là, qui sont le financement des services publics, parce qu'ils te disent souvent, la dépense publique est élevée et tout le monde est mécontent des services publics, c'est qu'il y a un problème d'efficacité. Alors, tu dis, d'accord, on va tout reprendre. La moitié, c'est quasiment des services publics, et cette moitié-là, elle est souvent plus faible que d'autres pays. Par exemple, elle est plus faible que la Suède, que le Danemark, mais aussi le Royaume-Uni, un pays libéral. Ça veut dire que le Royaume-Uni a une part qui va dans les services publics plus élevée que la nôtre. Donc peut-être ça explique pourquoi nos hôpitaux sont dans cet état-là. Et puis après, il y a tout le reste, les retraites, les prestations chômage, etc. Et là, quand on compare ça avec des millefeuilles, parce qu'en fait, dans le livre, Ludivine a eu la très bonne idée de voir un cuisinier qui arrive, dépenses publiques sur son un millefeuille. Et là, on voit très bien, en fait, tout de suite, pourquoi notre dépense publique est plus élevée et pourquoi celle des autres est plus faible. Et qu'en réalité, la dépense publique, c'est juste un choix. Est-ce que tu veux une retraite par répartition ou une retraite par capitalisation? Si tu la veux par capitalisation et privée, eh ben, on enlève la retraite des dépenses publiques et notre dépense publique, elle devient largement en dessous de la moyenne de la zone euro. Et nous avons la dépense publique dont rêvent tous nos gouvernants. Mais si tu veux que ta retraite soit publique et par répartition, eh ben, elle va augmenter mécaniquement la dépense publique. Et partout où la dépense publique est élevée, les assurances privées sont faibles. C'est le cas de la France. Partout où la dépense publique est faible, les assurances privées sont élevées. Parce que tu vas quand même aller te prendre une assurance pour aller chez le médecin quand même. Tu vois, si c'est pas ta carte vitale est publique, bah, tu la prendras chez AXA et elle sera privée. Tu vois, mais au final, tu sortiras quelque chose de ta poche. Tu vois, et ça, on oublie souvent de vous le dire à la télé. Vous aviez un grand sourire en entendant Thomas énumérer ces traits d'humour que vous avez répartis partout dans le livre et qu'effectivement on peut lire une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'aime bien dans la bande dessinée les blagues qui sont un peu cachées, comme dans Astérix. Il y a un petit jeu de mots qu'on redécouvre en le lisant la 20e fois. Alors, j'aime bien voilà, glisser des petites blagues comme ça. Et alors, Thomas, il les remet en avant. On s'était posé la question de savoir si on n'aurait pas un procès. Donc, chaque fois, il en parle. Donc, mais oui, mais ouais, il y a beaucoup de. Il y a du comique de situation aussi, notamment parce que, alors après, effectivement, il y a des petits challenges parce qu'on est aussi des grands gosses et que le but, c'était aussi de s'amuser en racontant tout ça. En tout cas, de le rendre le plus léger possible à l'appréhension pour le lectorat. Et donc, j'ai eu Thomas qui m'a fait une demande en même temps que Raphaël sur un, je ne sais pas pourquoi, Karate Kid, une référence voilà, que vous aviez, que moi j'avais pas en cinéma, mais que vous aviez. Et ils voulaient absolument chacun que je puisse mettre en scène les personnages sur des scènes mythiques, enfin en parodiant les scènes mythiques de Karate Kid, qui n'étaient pas les mêmes, hein, vous jouiez pas la même chose dans la cour d'école, mais voilà. Et moi j'ai tout ça, et après il faut que je fasse la mise en scène en faisant en sorte que ce soit pertinent, voire impertinent, et qu'on s'amuse. Et je pense qu'on s'est beaucoup amusé là-dedans, et que ça se sent, j'espère. Voilà. C'est entre le banquier Ouais. et le personnage de Thomas, ces fameuses Oui, parce scènes. parce que en fait, on dit souvent, alors ça a été repris 1 million de fois et réadapté plusieurs fois, c'est-à-dire que certains ont dit la sociologie est un sport de combat, et moi j'ai souvent dit l'économie est un sport de combat. Et en fait, le débat d'argument contre argument, c'est un peu comme un combat de boxe où on se fait pas mal. Hein. Mais c'est un combat de boxe quand même, parce qu'on vous envoie un argument, vous rétorquez un autre argument, vous sentez qu'il va venir sur un argument, donc vous préparez votre contre-argument, c'est comme un combat. Et c'est ce que j'avais dit à plusieurs reprises à Ludivine et Raphaël, voilà, en disant, moi, j'ai l'impression que le débat, c'est un combat. Et elle me disait même, Ludivine, parfois tes postures sont un peu. C'est ce que tu m'avais dit. Mais parce que j'ai regardé beaucoup d'émissions en faisant des arrêts Ouais. sur image où tu étais en débat, du coup, Ouais. ou en duel, on va dire. Effectivement, tu as des réflexes de combat d'art martial, en fait, Donc, dans la discussion.
Donc, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Et j'ai regardé une vidéo, effectivement, où souvent, je lui montre et comment je me relève sur ma chaise comme ça, face à Dominique Seux. Vous pouvez regarder, notamment pas cette semaine. Cette semaine, on avait un sujet sur la crypto imposé par la direction. Donc, mais sur les sujets qui sont sur la politique économique, on est souvent très nerveux. Et celui d'il y a 2 semaines, on était très nerveux. Et Et la donc gestuelle là, des mains est importante, ouais, vraiment. voilà. Et c'est assez Ça dit marrant, beaucoup, en ouais. fait. Donc, on a fini la dernière scène par un espèce de combat. Enfin, le débat économique se transforme en espèce de combat de karaté où il a les gants de boxe et tout. Et on fait la référence à Karate Kid, qui est un film mythique des années 80, où à la fin, il finit avec cette espèce de cigogne. Et dans le Karate Kid 2, il y a Maître Miyagi qui attrape le grand méchant des Cobra Kai et qui veut lui. Vous vous en souvenez ou pas? Non, qui veut lui taper le cou et qui finit par lui pincer le nez. Donc, on a repris cette scène qu'on trouvait assez marrante, qui est mythique pour les gens de ma génération, peut-être en dessous moins, mais pour les gens à partir de ma génération, et c'est mythique, je pense. Il y a une série sur Netflix, hein, que la jeune génération connaît aussi. Ah Hein. ouais, ouais, c'est Non, mais disons exact. qu'à chaque fois, quand on se sert de choses comme ça, c'est vraiment parce que c'est un intérêt et qu'on arrive à le. C'est pas gratuit. Il y a rien de gratuit dans la conception de cette bande dessinée. Vous m'avez C'est-à-dire même que dit, il y a pas un seul trait qui est gratuit dans la bande dessinée. Vous avez même été plus loin non, que ça. chaque trait est Ouais, pensé pour être, porteur avoir de du sens, sens. en fait. Voilà, donc les décors, quand ils sont là, ils sont dessinés, au minima pour qu'on comprenne le contexte. Les personnages, voilà, habillés, les attitudes et tout. À chaque fois, on est dans l'économie des moyens. Enfin, en tout cas, moi, c'est toute la bande dessinée pardon, tous les auteurs de bande dessinée ne font pas comme ça. Mais moi, c'est ma veine parce que, on est dans de la vulgarisation et qu'on a besoin d'aller vite, à l'os, en fait, sur les propos et sur ce qui est développé. Donc on cherche l'efficacité du récit et ça passe par une économie de moyens. Voilà. Il y a une très belle scène dans le public que j'observe depuis tout à l'heure. Il y a monsieur d'un certain âge qui regardait effectivement la scène de Karate Kid qui l'a cherché, et je pense que c'est sa fille, ou en tout cas une jeune fille, qui est aussi, et ils sont tous les deux plongés dans la bande dessinée en vous écoutant. Donc du coup, a priori, cette bande dessinée, effectivement, peut parler à pas mal de gens. Pour terminer, peut-être laisser justement les questions, qu'est-ce que vous avez envie que les lecteurs, jeunes et moins jeunes, retiennent de ces traits d'humour, de ces arguments économiques qui sont mis en avant, voilà, de cette vision différente du modèle économique? Heu, Moi, je dirais peut-être que même avant la bande dessinée, déjà les écrits, de Thomas, moi, m'avaient fait grandir. C'est-à-dire qu'avant, je regardais un débat de télé, par exemple, en me disant, je regardais Bruno Le Maire en me disant: «Je sens que ce qu'il me dit, ça me convient pas du tout et qu'il y a un truc qui va pas, mais j'ai pas l'argument, j'arrive pas à décrypter le pourquoi du comment». Et ben, là, voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est pouvoir donner des outils de compréhension, vraiment de l'économie et qui servent, vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'après chacun a son esprit critique et des choses qui s'apprécieront plus que d'autres. Mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment, des bases et puis, de se forger sa propre grille de lecture. Et ça, c'est très important parce qu'après, bah, on peut faire les malins en apéro en lançant des débats économiques, sur la dette publique, sur plein de trucs et là, on a des arguments. Et voilà. Non, mais bon, plus sérieusement, vraiment, on a l'impression d'être, mieux armé intellectuellement, et plus libre, du coup, aussi. Me j'allais dire 2 choses un peu contradictoires, mais d'une part que ça donne envie de débattre. J'ai mon filleul qui est au lycée, je sais qu'il a lu toute la BD, il s'est pris plein d'arguments et plein de fiches pour venir aller narguer le prof d'éco, dans les pour voir s'il y avait du répondant en face. Je sais donc ça donne envie de débattre, que les repas de famille à Noël, soient un peu plus animés, ben, on sera ravis. Mais même au-delà de ça, qu'on dépasse des fausses oppositions qui, stérilisent complètement nos débats en France, les bobos du centre-ville contre, les gilets jaunes des banlieues périurbaines. Bah, en fait, dans cette BD, on va essayer de comprendre les situations de tout le monde et se rendre compte, bah, en fait, il y a des dénominateurs communs, il y a des oppositions qui sont très artificielles et quand finalement, il y a des intérêts qui sont, bah, l'économie ne tourne pas en notre faveur, de manière générale. Ouais, ouais, oui, moi, alors le but, c'est vraiment déjà que les gens s'intéressent à l'économie. Et on a rendu hommage à un certain nombre d'économistes dans la BD, hein. Il y a eu les économistes atterrés, il y a Stiglitz, Piketty, Chun Chang, enfin, il y en a plein qu'on a dessinés. Et on a mis une petite bibliographie à la fin. Donc, c'est vraiment que ce soit une porte d'entrée pour que les gens s'intéressent à l'économie. Même des gens qui sont contre moi, qui pensent que bah, on en discute, voilà, c'est sympa, mais qui ont au moins un intérêt.
Parce que si on ne s'intéresse pas à l'économie, c'est l'économie qui s'intéresse à toi. À la fin, et si tu ne parles pas trop, elle s'intéresse mal à toi. Et donc, c'est ça. Et après, bien sûr, c'est que les gens soient persuadés qu'une autre économie est possible. Et parce qu'aujourd'hui, pour moi, et je reviens à ça et je finirai là-dessus, hein, vraiment, le débat comme on nous le présente est un débat où il y a des marges pour débattre qui sont très faibles. Alors que la réalité de l'économie, de ceux qui la pratiquent, dans les séminaires, ailleurs, montre que l'espace de discussion est beaucoup plus large que celui qu'on peut avoir parfois dans les médias traditionnels, malheureusement. Et je dis ça, encore une fois, tout en faisant partie des médias, mais en étant quand même minoritaire. Et en plus de la bibliographie, il y a aussi une autre surprise. Vous parliez de fiches pour aller tester le prof d'éco. Il y a les 10 principes d'autodéfense contre la pensée dominante que vous pouvez même découper puisqu'il y a des ciseaux virtuels. Donc voilà, c'est une BD qui se découpe et qui s'emmène avec soi. Est-ce que vous avez des questions à poser à Thomas Porcher, à Ludivine et à Raphaël? Ou est-ce que vous avez envie de vous précipiter à la librairie du musée pour aller ensuite demander des dédicaces? Monsieur, justement. C'était bien votre fille, donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une question, vous parlez beaucoup du débat économique, enfin, c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment de vos joutes verbales avec Dominique Seux, que personnellement je suis avec grand intérêt. Ma question est plus, pourquoi vous continuez à accepter de jouer le jeu, puisque en fait c'est un peu l'opposition de l'économie, la science économique, voilà, au sens je dirais, noble du terme, versus une vision business, pragmatique, et qui finalement c'est pas, c'est pas le même langage quelque part. Et je trouve que c'est juste, est-ce que c'est pas, il n'y a pas un manque de pédagogie par rapport à ça, où en effet tous les gens que là vous mettez, qui sont autour de la table, il n'y en a pas un seul qui est économiste. En fait, il y a vraiment, sans faire de politique, mais on va dire que les économistes de gauche, même si pour moi le mot gauche ne veut plus vraiment dire quelque chose aujourd'hui, mais bon, les économistes de gauche, il y avait vraiment deux voix. La voix, on va dire, très radicale de Frédéric Lordon, je ne sais pas si certains le connaissent, on l'a mis, qui est ancien économiste atterré, qui lui dit il ne faut pas aller dans les médias, il ne faut pas débattre. Et moi, j'ai toujours dit que, bon, même si, encore une fois, toutes les observations montrent que une pensée contradictoire est toujours minoritaire, bah, moi, je suis un jour par semaine sur France Inter. Mon confrère y est 5 sur 5. Hein. Ben, ce un jour-là, j'arrive à toucher 5-6 millions de personnes. C'est pas mal. Un, c'est dans l'air. Alors, ça a été Acrimed qui l'a fait sur le site Blast. Hein, vous connaissez Blast. Ils ont, par exemple, sur la question du budget et de la dette, ils ont regardé 2 mois de C'est dans l'air. Il n'y a eu que 4 émissions contradictoires et un seul représentant dans ces émissions contradictoires, moi. Bon, bah, les 4 fois, on touche 4 millions de personnes. Bon, c'est un choix. Et c'est pour ça que moi, à titre individuel, quand on me dit oui, tu es tout le temps dans les médias, pourquoi tu te plains? Non, mais d'accord, ok, très bien. Mais quand on regarde tous les médias et qu'on prend toutes les interventions économiques, les interventions allant dans mon sens, il y en a très peu en réalité. Et majoritairement, vous avez, chaîne publique comme privée, le même son de voix. Et un Nicolas Dose sur une chaîne privée ou je sais pas moi, un autre sur une chaîne publique et un autre sur une troisième chaîne publique, ils vont dire exactement la même chose. Exactement la même chose. Et ça, sur les réformes majeures où ils ont mérité d'avoir un débat, je trouve ça catastrophique. Et oui, je trouve ça catastrophique. Mais bon, après, moi, mon but, c'est d'aller convaincre. Donc, tant qu'on peut convaincre, on y va. Mais il y a des fois où, là, sur la question de la Grèce, par exemple, quand j'ai vu dans une émission comme Quotidien qu'ils ont invité 2-3 économistes dans la semaine qui ont dit exactement la même chose. Alors, effectivement, il y avait un homme, une femme. Alors, oui, très bien, il y avait une forme de diversité. Mais sur le fond, la pluralité, zéro. Ils ont tous dit la même chose. On va droit dans le mur, on est mort, on est la Grèce. Grosso modo, c'était ça. Il faut accepter les réformes, il faut couper dans l'éducation, parce que c'est là que vont être les premières coupes. Pour moi, l'éducation, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais là, vous aviez, et ben là, moi, quand je vois ça, je suis énervé. Quoi. Je me dis, c'est pas possible qu'à un moment, sur une émission aussi importante, on ne se dise pas qu'il faut un autre son de cloche. Et qu'est-ce que je peux faire de plus qu'avoir un doctorat à un moment? Quand en face, vous mettez des gens qui n'ont pas de doctorat. Il y a une question là-bas. Ah, c'était pas une question. Oui. À propos des médias. Parce que mon impression, c'est qu'en fait, le débat est contraint depuis bien 30 ans, si ce n'est plus, parce que je ne peux pas juger avant. Et j'ai l'impression qu'au contraire, la parole se libère. Parce qu'il était contraint même
au niveau social, en fait, le débat sur l'économie. Et j'ai l'impression qu'il se libère ces dernières années grâce aux médias alternatifs notamment. Alors je me trompe peut-être, hein. Oui, oui, bien sûr, les médias alternatifs ont un rôle, mais après, ils ne feront jamais. Les réseaux sociaux, les médias alternatifs ne seront jamais aussi forts que les médias traditionnels. Il suffit de regarder les audiences. Moi, j'interviens sur des médias alternatifs, vous allez faire 100 000 vues, 150 000 vues, vous prêchez des convaincus souvent. C'est ça le problème, c'est que dans les médias traditionnels, vous ne prêchez pas des convaincus. Vous avez des gens qui allument la télé, qui regardent, qui connaissent pas trop et qui se font un avis en fonction de ce qu'ils voient. Et c'est là qu'il devrait y avoir du débat. Sur un média de niche, qui soit de toutes les sensibilités, hein. Vous allez sur le média Charles Gave, économiste libéral pro-Zemmour, bon, il fait des 200 000, 300 000 vues. Ben là, il a que des fans. Vous allez sur les médias d'extrême droite, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, vous avez que des fans. Vous allez sur les médias de gauche, vous avez que. Donc, vous prêchez des convaincus. Alors qu'à la télé, c'est là que le débat, quand même, se forge. C'est pour ça que moi, bien sûr, quand je vais dans un média plutôt étiqueté alternatif, bon, bah là, c'est super, c'est génial. Les gens disent bravo, Thomas. Mais je prêche déjà des convaincus. Alors, ça nous fait plaisir. Mais l'important, moi, c'est de convaincre. Et je veux dire, moi, j'ai été dans des médias plus ouverts, plus mainstream, où on débattait de tout, par exemple, comme les grandes gueules. Moi, j'ai eu des gens, même un auditeur un jour qui a appelé en direct, qui a dit, écoutez, moi, je suis de droite, limite extrême droite, hein. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il a dit, voilà, mais il a dit, moi, Porcher, au début, je ne pouvais pas le blairer quand il parlait. Et puis, à force, il dit, il m'a convaincu sur des thèmes et moi, je trouve que c'est sympa de pouvoir discuter. Il a dit ça, le mec, à l'antenne. Et un jour, un journaliste de Challenge qui m'interviewait, très sympathique, je veux dire, on n'est pas dans une guerre, on est dans un débat, donc très sympathique. Et il m'a dit, écoute, moi, je suis plutôt à droite, hein, je te le dis franchement, mais sur ton essai, ce qui m'a convaincu, c'est la question de la dette. Il m'a dit, depuis ce jour-là, je regarde les choses différemment. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est quand on arrive à convaincre des gens qui ne sont pas forcément au début convaincus par vos idées. Et ça, c'est les médias traditionnels qui peuvent le faire, en fait. Donc, ouais. En fait, moi, ce que je trouve, après, c'est une analyse là vraiment que j'ai pas encore une fois théorisé complètement, mais je vais quand même vous dire une chose qui est intéressante. Et je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui, en fait, les médias traditionnels, en ne donnant que des petites possibilités à des gens diplômés, encore une fois, dans le cadre de l'analyse, c'est-à-dire, c'est mon cas à moi, c'est-à-dire avec publication académique, tout ce que dans le cadre de l'analyse, de débattre sereinement. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous étouffez un débat qui est de qualité et après, vous alimentez un débat dégueulasse sur les réseaux sociaux. Et à la fin, vous vous retrouvez avec des mecs comme Trump qui n'utilisent que les réseaux sociaux en disant contre-vérité sur contre-vérité. Parce que si le débat n'a pas lieu dans des sphères traditionnelles, il aura lieu de manière dégueulasse ailleurs. Et après, il ne faut pas se plaindre. Parce que c'est ce qui s'est passé. Trump, il a dit, les médias, vous êtes tous des menteurs. Il a été sur une sphère où il n'y avait aucune règle, Twitter. Et aujourd'hui, tous ceux qui analysent ont dit c'est grâce aux réseaux sociaux, aux podcasts que Trump s'est fait élire. Les médias traditionnels, plus personne ne les écoute. Donc les médias traditionnels feraient bien de faire attention, c'est-à-dire d'organiser des débats de qualité, mais des débats de qualité à l'intérieur, parce que sinon, ça va se passer à l'extérieur. Et quand ça se passe à l'extérieur, ça se passe sans nous. Parce que nous, on se fait bouffer par des théories complètement dingos, alternatives, de fous furieux sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Un mot, je crois, et on va conclure sur vous, avec vous plutôt, Raphaël. Juste pour poursuivre, c'est-à-dire que ce qui est assez magique avec la bande dessinée, c'est que justement, c'est un médium assez universel, une BD. On lit pas forcément tous les matins un traité d'économie, même les bouquins de Thomas qui sont super. Vous savez peut-être pas les offrir à Noël à l'oncle qui est un peu à droite pour débattre avec lui, alors que la BD, ça marche très bien. Et en festival, on voyait souvent au festival de BD, ils viennent pour les enfants, ils regardent plein de choses. Puis alors les parents s'intéressent un petit peu, on les arrange, ils regardent 3 pages, en fait, ils repartent avec et ils reviennent pour en offrir un autre à quelqu'un d'autre. À la fin, dans la queue, le libraire disait, c'est encore le petit livre rouge. C'est quand même hyper bien trouvé, hyper bien amené pour faire la transition pour justement la séance de dédicace. Bravo, Raphaël. Merci à tous les trois, merci à vous.